Le Pôle emploi, je l'ai fréquenté pendant un temps. Je l'ai fréquenté parce qu'ils n'ont pas été d'une grande aide pour moi. Maintenant, eux, ils ont pour mission de trouver des offres et de les proposer aux chômeurs et aux sans-emploi. Mais ils ne font pas plus. Ils accomplissent leur mission et basta. Je comprends parfaitement son point de vue concernant Pôle emploi, parce que c'est des structures qui ne nous aident pas vraiment. Ils sont là que pour nous donner on va dire, une sorte de chemin à suivre pour trouver des emplois. Mais au final, on ne trouve rien et on est mieux servi que par soi-même, quoi. Donc par Internet, voilà, quoi, par les sites d'intérim, par les intérims des agences. Étant donné qu'on n'est pas tout à fait français, enfin pour nous on est français à 100% parce qu'on est né en France, mais bon voilà, on a toujours cette image-là de fille, fils d'émigrés, donc on a toujours cette contrainte, et en plus on est né dans un quartier qui est pas très bien valorisé, donc quand on arrive en entretien d'embauche, on est souvent recalé. Et quand je dis souvent, c'est pas pour dramatiser, mais c'est vraiment souvent. C'est une chose que j'ai vécue personnellement. Donc, j'ai fait plusieurs entretiens d'embauche avant de me lancer dans l'auto-entreprise. J'ai eu des entretiens qui se sont bien passés, mais bon, toujours avec la contrainte de... Enfin, ça, je peux le comprendre, hein. On est en France, le voile n'est pas accepté, les signes religieux ne sont pas acceptés dans les entreprises, je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais par contre, qu'on me dise vous êtes arrêté au bac, vous n'êtes pas très qualifié, vous avez encore des choses à apprendre, vous êtes jeune. Donc, ça, pour moi, c'est des bâtons dans les roues. On ne nous donne pas notre chance, en fait. Là, ce qu'on vous a répondu, ça peut être répondu à des jeunes Français qui ne trouvent pas de travail. Le manque d'expérience, l'arrêt après le bac, c'est pas lié ni à la religion ni à l'origine. La réponse qu'on vous fait ne serait peut-être qu'un prétexte pour ne pas vous dire vous êtes immigré, on ne vous prend pas. C'est un peu ce que vous voulez dire? Voilà, étant donné qu'ils ne peuvent pas le dire directement, ils le font sous-entendre. J'ai eu 2 entretiens d'embauche en 1 semaine. Première fois, j'y suis allée voilée. Bon, on n'a pas cherché longtemps, on m'a recalé. On a même débattu sur le fait du voile qui n'allait pas être mis dans l'entreprise. J'ai dit oui. Seconde fois, j'y suis allée non voilée. Et là, tout roule bien. On n'a même pas parlé de ma religion, donc ça ne se voyait pas. La tenue vestimentaire, c'est une chose, mais il va y avoir aussi la liberté de pratiquer sa religion, des jours de l'Aïd, des jours de fête qui ne sont pas fériés dans la vie française. Donc c'est un choix et pour plusieurs raisons, je le comprends comme ça. Aujourd'hui, j'ai pris mon envol et je laisserai personne dire tu es voilée, tu ne peux pas rentrer. Je suis voilée, je ne peux pas rentrer, je ne viens pas, et c'est tout. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai commencé toute seule, je vais terminer toute seule. Donc je n'ai pas compté sur l'aide des institutions, sur l'aide de l'État, sur les auto-entrepreneurs, et j'ai lancé ma machine toute seule. Je trouve ça vraiment très malin de sa part d'avoir su contourner un peu ce système et d'avoir utilisé ses passions et concrètement ce qu'elle sait faire, mais dans un but professionnel, et de gagner sa vie avec ça, et sans même de diplôme, mais de compétences, on va dire, qualificatives. Et moi je trouve ça bien, franchement, chapeau. Enfin, chez moi c'est inné l'informatique, la téléphonie, c'est une passion pour moi, donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans, c'était pas un choix anodin. Elle s'y intéresse parce qu'elle s'y documente et parce que elle donne son temps libre justement à cette passion. Donc en fait au final, ça joue en sa faveur et ça lui permet d'avoir ce qu'on demande en termes de diplôme. Est-ce que travailler par Internet, c'est justement, comme c'est virtuel, c'est une manière d'échapper au monde du travail qui vous refuse un peu? Absolument pas. Moi, mes clients, ce sont tous des professionnels. Je les ai tous les jours au téléphone. J'en ai que je rencontre régulièrement.
J'en ai sur la région vous les lyonnaise. voyez. Ouais, j'en ai sur la région lyonnaise, j'en ai sur Paris, j'en ai sur Nice, j'en ai partout dans la France. Et là, le voile, ça les gêne plus. Bah là, ça les gêne plus parce que ils connaissent mes compétences. Voilà. Ils savent ce que je vaux dans le métier. Ils ont eu des conversations téléphoniques avec moi, donc ils ne pouvaient pas imaginer que j'étais voilée ou que j'étais musulmane ou quoi que ce soit d'autre. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je fais, c'est surtout la communication téléphonique et après la rencontre physique. Voilà. J'ai pas envie d'être jugée par rapport à mon voile avant mes compétences. Ce que je dis est un peu exact, c'est-à-dire que c'est un peu un détour. Après, vous êtes apprécié suivant vos compétences. Donc, vous faites un détour pour qu'on ne vous bloque pas d'entrée. Je me suis adaptée, tout simplement. Oui, oui. Moi, j'ai eu, jusqu'à la seconde générale, un parcours traditionnel. Donc, j'ai fait tout ça bien. Et à la troisième, en fait, j'ai eu des difficultés concernant le domaine scientifique. Donc, j'ai pas pu passer. Et j'ai mes profs qui m'ont bifurqué directement en professionnel. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Et ça a suivi. Donc, je suis partie en professionnel. J'ai fait un bac pro commerce. Et de ce bac pro commerce, donc, j'ai travaillé. J'ai travaillé donc essentiellement dans le commerce. J'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans. Et 19 ans, donc du coup, voilà, quoi, je suis une jeunette, on a besoin de moi, c'est de la main-d'œuvre facile. Donc, les petits boulots, j'en ai fait. Vendeuse, télévendeuse, tépro, enfin voilà, commerciale, accueil, dans un hôtel. Enfin, j'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait, quoi. Et à partir d'un certain âge, on va dire 23 ans, je vais avoir 25 ans. Donc 23 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, je tournais en rond. On me proposait en fait à peu près, c'était pas les mêmes postes, mais c'était tout le temps la même chose. C'était tout le temps de l'accueil de clients, c'était tout le temps voilà, la présentation, la posture, blabla, l'éloquence. Enfin, c'était tout le temps la même chose et j'avais pas l'impression d'évoluer intellectuellement en fait. J'avais l'impression d'être vouée tout le temps à faire tout le temps la même chose, quoi. Et au final, arrivé à 23 ans, quand je postulais à d'autres postes, j'avais une prétention d'évoluer. En fait. J'ai eu aucun retour positif. Parce que j'avais pas j'avais pas l'expérience. Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vicieux. Parce que on te dit, oui, il faut que tu aies l'expérience, il faut que tu travailles parce que voilà, ça va te permettre d'évoluer, même en interne, enfin voilà. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était que des bobards, qu'il fallait qu'en fait, au final, que je prenne conscience de ce que j'étais capable de faire, ce que je voulais faire, et quel serait pour moi le meilleur avenir professionnel. Non pas d'un point de vue financier, parce que j'ai très bien compris que si je pars dans cette optique de vivre que pour l'argent, je ne serais pas vraiment heureuse. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'adonne à ce que j'aimais et que je trouve une branche qui me corresponde. Donc le pourquoi j'ai repris mes études et le pourquoi voilà, je suis à la fac maintenant. À l'école, j'ai appris ce qu'il fallait apprendre. Je me suis sentie apte à parcourir la vie professionnelle maintenant, donc je l'ai fait. Et à quel moment vous avez mis le voile à l'école ? J'avais 15 ans, donc j'étais en seconde. En seconde. À l'entrée de seconde. Je me suis dit, avec ces profs qui nous dévalorisent à chaque fois, je ne dis pas tous les profs, qui nous dévalorisent quand on a eu un 7, alors que d'habitude on a un 13. Donc là, je me dis, bon, c'est pas une note qui va me faire comprendre que je vais pas réussir dans la vie future. Je sais qu'à la Martinière du Cher, quand on a des cas comme nous, je dis bien cas parce que c'est malheureux, parce que pour eux, on est des cas, ils ne sont pas là pour nous aider. Donc après, c'est vrai qu'avec une classe de 28-30 en lycée général, c'est pas facile. Mais bon, ils sont quand même là pour nous mettre un petit peu
enfin un petit peu en avant, même si on a échoué sur un trimestre, sur un deuxième trimestre, bon, des encouragements. Mais les encouragements sont très peu. Ils ne sont pas beaucoup présents. Donc c'est ça surtout qui dévalorise la personne et qui nous laisse, si on est faible mentalement, qui nous laisse échouer. Donc à partir de là, moi je me suis dit, bon, je ne vais pas me laisser démoraliser par des profs. Voilà, je vais aller jusqu'au bac, je vais passer mon bac et après je fais ma vie. J'ai pas envie de continuer dans cette optique-là parce que continuer trop longtemps dans les études et être dévalorisé à chaque fois, c'est une perte de temps. Donc autant essayer ce qu'on a envie d'entreprendre et si on n'y arrive pas, reprendre les études. Si les parents sont là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as un mauvais bulletin? Bon, on est là, voilà, ça a été un peu compliqué, j'ai pas beaucoup travaillé certes de ma part, mais les profs n'aident pas beaucoup, donc je comprends pas et j'ai personne pour m'aider. Donc c'est évident que ce bulletin-là est mauvais. Mais bon, ils sont là pour encourager, mais en aucun cas, ils seront là pour nous aider sur les études. C'est pas possible. D'ailleurs, je leur en veux pas. Hein. C'est pas de leur faute du tout. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont grandi dans le quartier. Ils se présentent à un entretien d'embauche avec la façon dont ils ont l'habitude de parler. Peut-être que le parcours scolaire n'a pas été abouti, n'est pas allé jusqu'à la fin, quoi. Dans les quartiers, on est un peu sujet à des difficultés, un peu plus présentes que dans d'autres milieux de vie. Et c'est des difficultés qui sont peut-être... qui sont dans tous les domaines, en fait. Donc les parents, ils ne peuvent pas vraiment savoir sur quel tableau jouer, en fait. Ils ne se rendent pas compte que leur enfant... c'est un genou qui fait que des conneries, excuse-moi le terme, mais qui fait que des conneries quand il sort dehors et voilà quoi, on est parents mais on n'a pas sens infuse, on peut pas tout savoir. Ils sont tous copains, ils ont rien à faire, ils ont des idées de faire quelques petites bêtises qui se transforment en grandes bêtises pour l'État, quoi. Enfin, eux, dans leurs esprits, on va s'amuser un petit peu, mais voilà, quoi, c'est ça. Mais vous, je pense que quand vous dites des parents démissionnaires, c'est souvent par rapport au comportement de leurs enfants. Et étant donné que nos parents ne sont pas habitués, enfin, je parle pas des miens en tout cas, ne sont pas habitués à avoir de telles bêtises qui se produisent par leurs enfants. Donc ils sont un peu surpris, du coup ils sont désarmés, ils savent pas quoi faire. C'est pour ça qu'ils démissionnent un peu, mais ils démissionnent pas au niveau de l'éducation de leurs enfants. C'est plutôt sur ça. Enfin moi, ce que j'ai perçu dans le quartier, c'est que les jeunes arrêtaient la scolarité à 16 ans quand c'était légal. Donc après 16 ans, après si on a redoublé ou pas, ça sera le collège, ou sinon ça sera le lycée, seconde, maximum première. Donc à ce stade-là, on n'a pas assez de maturité pour affronter la vie professionnelle, donc je pense que c'est ça l'obstacle. Pour les garçons, s'il n'y a pas de dialogue entre les parents et les enfants, c'est difficile de se créer une maturité et de comprendre la vie des grandes personnes. Donc déjà, je pense, moi je le dis parce que je sais que je suis fille d'immigrés et je sais qu'il n'y a pas le même dialogue avec des filles et fils de culture française. Avec nos parents, on ne peut pas parler, par exemple, de la vie sociale en France, de la vie sociale, rien qu'à Lyon. On ne peut pas parler de ce qu'on a fait à l'école. En primaire, on peut en parler. Certes, ils seront sur la même longueur d'onde que nous, ils comprendront ce qu'on dit, ce qu'on ressent. Mais après, passer la primaire, c'est un peu difficile d'avoir ce dialogue-là et d'exprimer nos pensées et d'avoir le vécu d'une grande personne. Parce que moi, déjà, ma mère, quand elle arrive en France, c'est pas une personne qui est sortie, qui a rencontré des personnes, qui a vu le point de vue de certaines personnes. Donc elle était toujours un peu isolée, quoi. On n'a pas le même on peut pas aborder les autres personnes de la même façon qu'une personne qui est née en France, qui a grandi en France. Je sais très bien que ma mère n'a
Enfin, n'a pas côtoyé le monde extérieur, c'est juste par rapport à la langue. Mais maintenant qu'elle parle français, c'est plus la même. Mon père, je sais qu'il a toujours été derrière nous pour les études. D'ailleurs, ça l'a un peu, ça l'a un peu touché que j'arrête au bac. Il aurait voulu que je continue. Mais moi, je lui dis, papa, maintenant, moi, je préfère foncer dans la vie professionnelle. Et puis, si j'y arrive pas, bah, tant pis, je reprendrai les études, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, les études, elles sont ouvertes à tous, donc à n'importe quel âge. Hein. Je suis dans l'éducation, et d'éducation sociologie, en fait. Et j'adore ça. Je suis vraiment super bien, quoi. J'aime ce que je fais, j'aime ce que j'apprends, j'aime tout savoir qu'on me transmet, et je veux devenir quelqu'un, mais à partir de tout ça, et non pas à partir de toute cette vie professionnelle, de cette expérience et de ce stress. Là, j'ai eu mon petit frère, il a 5 ans, enfin 6 ans aujourd'hui, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien lui inculquer je sais pas, des bonnes règles de vie, peut-être j'aimais bien lui apprendre à lire, développer un peu son imagination, enfin voilà, et ça a peut-être joué sur ma façon de percevoir les choses, et peut-être que mon petit frère a joué là-dessus, mais aussi je pense que c'est aussi mes parents, parce que quand ils ont vu que leur fille, leur aînée, elle savait pas trop ce qu'elle voulait faire, était un peu perdue, même si elle faisait pas vraiment. Je pense que en me soutenant et pas en m'orientant, parce qu'ils ne savaient pas vraiment ce que je voulais faire, donc personne n'a pu concrètement m'orienter, mais en me motivant à aller chercher, à trouver ce que j'aime vraiment, carrément, on est une fois, mon père est venu vers moi, il m'a dit, écoute, t'as pas d'idée, fais une feuille, écris sur une feuille ce que t'aimes pas, et à partir de là, je sais pas, ça va peut-être te donner des idées. Donc j'ai fait ma feuille, je me suis fait une liste, en fait, et donc c'est le pour et le contre, et en fait, au final, je me suis rendu compte que j'aimais bien les enfants. J'aimais bien créer, j'aimais bien le côté un peu artistique. Voilà. Et donc, au final, ça m'a un peu poussé dans l'éducation. Ouais. À part vos parents, est-ce qu'il y a un modèle, une personne qui vous a fait avoir ce désir d'entreprendre? Non, pas du tout, c'est ma force de caractère. C'est en vous. C'est ma maturité, ma force de caractère. J'y vais, je fonce. J'y arrive pas, je me casse la gueule, c'est une leçon de vie, c'est pas grave. Et j'y arrive, tant mieux pour moi. Oui, mais on se construit d'après des modèles. Pas moi. Mon frère aîné, un jour, m'emmène avec lui par la main, en me disant, tu as des devoirs, tu viens avec moi, tu vas t'asseoir à côté de moi. Pendant que lui travaillait, donc c'était un modèle en fait un peu. Hein. Donc lui travaillait il était élève ingénieur de l'INSA, il travaillait ses études. Moi j'étais en seconde, et puis il dit, t'as des devoirs, tu travailles. Bon, au bout d'1 heure, 2 heures, on finit ses devoirs. Et bon, j'attendais qu'il ait fini pour me ramener à la maison en fait. Hein. Et puis pendant 6 mois c'était comme ça. Après j'ai découvert tout seul le chemin, et que la bibliothèque c'était le moyen un outil important, je répète le mot outil, parce que vraiment, à la maison, dans une vie familiale où il n'y a pas une seule cloison capable d'isoler un enfant, donc on ne pouvait pas travailler. Donc cet outil était absolument indispensable et intéressant. Mon frère aussi, il est sorti de son milieu, vous l'avez dit, parce que, bon, il faut remonter un petit peu avant. C'était juste avant qu'on arrive d'Algérie. Lui avait fait un internat, parce que dans le village où on était, il n'y avait pas de lycée, il n'y avait rien. Donc, il était dans un internat, et donc déjà indépendant. Il connaissait un peu ce monde. En arrivant ici, il était en terminale. Bon, ça a continué, l'école d'ingénieur, il y avait déjà quelque chose de tracé. Et donc, le fait est qu'il avait un peu compris que le travail était un petit peu important.
c'est peut-être grâce à l'école que tout se passe après. Et surtout en matière de réussite. Moi, si vous voulez que je parle de mon itinéraire, j'aurais plaisir à parler de ce moment de la scolarité. J'ai effectivement vécu les premières années du collège des Capucines à la Duchère. Ma scolarité était des plus simples, je dirais vraiment. Elle aurait pu tourner dans tous les sens, hein, ça aurait pu, mais j'ai eu la chance de connaître le lycée Ampère à partir de la classe de seconde. Et j'ai eu l'impression de sortir de ce milieu. C'est pas péjoratif, mais de connaître la grande école, tout d'un coup, les choses sérieuses. Et puis surtout, je ne sais pas si vous imaginez ce petit garçon qui sort de son milieu habituel, qui prend le bus, qui va tout seul jusqu'en centre-ville. C'était vraiment une sortie, une éclosion. Hein, on sortait du cocon. Et vraiment la différence de niveau c'est peut-être entre le collège et le lycée, hein, de toute façon. Mais je dirais que ce que j'ai connu, c'est le lycée sans aucune orientation professionnelle à ce moment-là. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Le seul objectif, c'était vraiment le défi de gagner, d'avancer, quoi. Et puis, lorsque j'ai eu mon bac et que j'ai dû aller jusqu'à la faculté de médecine à Grange-Blanche, c'était presque pas un problème. Il y avait juste une demi-heure de plus de trajet, si je peux dire. Mais bon, il faut dire que les trajets en bus, à la limite, c'était même pas un obstacle parce qu'il y avait tellement rien à faire qu'on ouvrait ses livres et pendant une demi-heure, on lisait ses cours. Et moi, parfois, je mettais à profit ce trajet pour mettre la dernière touche à une révision. Et c'est extraordinaire ce qu'on peut dire. On n'avait pas de voiture, on ne connaissait pas encore ça. On avait été trop pauvres, on était trop pauvres pour avoir une voiture de toute façon, mais le trajet de bus était extraordinaire. Moi j'ai parlé du soutien scolaire, ça m'a paru beaucoup plus important parce que c'est parfois, je sais pas, un enfant qui ne comprend pas son devoir ne va pas avancer. Mais un seul point de focalisation, de lumière sur quelque chose qui le fait avancer, et tout va suivre. Et à partir de là, on a envie d'intervenir en classe, on a envie d'avancer, je sais pas, de progresser. Et c'est vrai que quand on bloque, on n'a pas envie d'aller à l'école, on n'a pas envie de rien faire. Je comprends, moi, tout à fait ces enfants qui n'aiment pas l'école. En fait, le soutien scolaire, c'est vraiment 3 fois rien. C'est parfois une aide ponctuelle, à un moment donné, mais qui permet d'avancer, qui permet d'être dans le train, dans le bon wagon. Mais moi, je pense que le soutien scolaire, on en a vraiment besoin quand on bascule de la 3e à la seconde. Ce tremplin-là, il est très important. Et du coup, en seconde, déjà qu'on a des emplois du temps très chargés, en fait, ils ne peuvent pas se permettre de nous rajouter 1 heure ou 2 heures de soutien scolaire. Sinon, ça ferait des semaines énormes. Du coup, il fallait se le procurer à l'extérieur, mais à l'extérieur, il faut vraiment, vraiment s'y prendre à l'avance, sinon il n'y a pas de place. Comme les centres sociaux au quartier, il y en a, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ils prennent peu de gens. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre 30 élèves et s'occuper chacun d'eux. Et d'ailleurs, je les comprends tout à fait, parce que s'ils le prennent, il ne serait pas efficace, ce soutien-là. On a une culture, enfin, on a deux cultures, donc on a le cul entre 2 chaises, en fait. Et donc, autant le côté français, autant le côté arabe, chose qui n'a rien à voir autant l'une de l'autre. Et des fois, en fait, c'est pas qu'on se mélange un peu. Enfin, je sais pas comment vous le dire, parce que on a tendance à un peu s'y perdre. Mais à des moments, après, c'est pas général, hein, je dis pas ça. Je dis juste que des moments, on s'y perd un peu parce que c'est à total opposé, quoi. À un moment donné, on est en immersion totale dans une nouvelle culture et on se cherche et à la limite, on a envie de s'assimiler, de rentrer dans la culture qui nous accueille. Mais au fond, on est bien dans sa culture quand on est avec les siens, quand on est voilà. Donc on est partagé. Mais à un moment de la vie, dans la vie professionnelle et dans les relations humaines après, là, ça devient une richesse parce que vraiment, on fait feu de tout bois, quoi. On exprime ces 2 cultures complètement.